on aurait pu prédire aussi l'échec déjà de ce cadre de dialogue suite au fait que la plupart avaient dans un premier temps refusé d'y prendre part. Mais après, exactement. Mais après, le Premier ministre a tiré les conséquences du boycott. Le Premier ministre a tiré les conséquences du boycott annoncé déjà de certaines et il a rectifié. Et non des moindres. Non des moindres, il a rectifié et il est revenu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, le Premier ministre peut aussi tirer les conséquences du fait que beaucoup de personnalités politiques lui ont dit qu'on n'est plus au stade d'envoyer des mémos. Vous avez assez de mémos parce que... Est-ce que ces personnalités, ces coalitions politiques ont raison de dire qu'ils ont écrit à plusieurs reprises, donc c'est déjà bon? Absolument, absolument. Moi, je trouve que... vous partagez leur démarche. Bien sûr, je peux les comprendre. Vous savez, à un moment donné, il y a des questions aussi de considération. C'est qu'eux, ils se disent, on les a appelés une fois, deux fois, trois fois, consultation, apporter des mémos, cadre de dialogue, cadre de concertation, et il y a tout le monde sait, ils sont régulièrement sur la place publique. Aujourd'hui, franchement, on connaît les revendications de, comment on appelle, de l'ensemble de la classe politique. On peut faire une synthèse. On n'a même pas besoin d'avoir attendu les discours qui se sont prononcés. Donc, de ce point de vue-là, je pense que le Premier ministre peut déjà faire une synthèse de ce qu'il a entendu, comment on appelle... du premier jour, le lundi, faire des propositions concrètes au président de la transition pour une décrispation. Et en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il peut tirer la leçon, les conséquences du fait que beaucoup ne veulent plus lui envoyer encore de mémos et rectifier, parce que c'est important de le dire, c'était dans son discours de clôture. Il a lancé cette invitation à envoyer des mémos et du coup, il est parti. Et ça, c'est demain, la deadline. Voilà, c'est la deadline. Donc, si demain, il voit que personne n'a envoyé des mémos, j'espère que dès demain, il voit dès aujourd'hui, ses services sont déjà à pied d'œuvre pour prendre contact peut-être avec les uns et les autres, mais surtout je pense qu'on est au stade où il doit aller rencontrer le président de la transition avec des propositions concrètes et il faut même qu'il mette en quelque sorte sa responsabilité en jeu, parce que s'il échoue là, le dialogue politique et social, c'est un échec, comme l'a dit hier notre invité, qui sera mis à son actif. Donc en quelque sorte, il doit tirer les conséquences de ça et essayer de faire bouger les lignes en venant avec des propositions concrètes, convaincre le président de faire un pas vers la classe politique et les forces sociales pour décrisper la situation. Oui, c'est Koukita. Est-ce que c'était prévisible qu'on en arrive encore à ce nouveau blocus? Oui, c'était prévisible. C'était prévisible parce que cette rencontre est intervenue, si vous voulez, dans un contexte de méfiance totale. Et j'aime le rappeler souvent dans cette émission, cette transition sera ce que le colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD voudront. Ça, c'est une évidence. Le Premier ministre va tenter d'exécuter sa vision. Et cette vision, c'est toujours se référer à lui. La main tendue dont on parlait, sincèrement, je sais que si certains sont venus, c'est parce qu'on leur a fait croire que ce n'est plus cette session, cette carte de concertation qui continue et que c'est pour juste discuter des étapes ou en tout cas, si vous voulez, du TDR, du dialogue inclusif que les autres acteurs demandaient. Donc, pour ces acteurs, il faut venir. C'est même devenu une exigence maintenant. Discute, mais bien sûr, on discute du contenu de ce cadre. Et puis, la prochaine fois, certainement, c'est pour les débats de fond. Mais donc, les gens sont partis et finalement, on a assisté à une sorte d'assise nationale. Il y a des problèmes personnels, il y a des choses, chacun dit tout en même temps. Et à l'arrivée, on vous dit, revenez avec des mémos qu'on va encore examiner. Donc, on revient à la case du départ et on n'est plus dans la logique de ce dialogue inclusif. Je pense que cette situation, on est à un niveau, il faut faire très attention. Très attention parce que si vous voulez vraiment que cette transition réussisse, il faut, de façon, si vous voulez, très claire, exprimer les choses. Éviter de se mettre dans une position de rouler son voisin dans la farine parce que, quoi que l'on dise, les gens savent ce qu'ils veulent, chacun a son agenda et le CNRD doit savoir que c'est lui qui a un bilan à présenter. Quand c'est bon, les têtes vont se présenter de part et d'autre pour dire je suis un artisan, mais quand ça échoue, c'est le CNRD, c'est le colonel Mamadi Doumbouya. Donc il est encore temps de rectifier tout ça, mais de jouer franc jeu. Et jouer franc jeu, ça veut dire quoi? Ils ont déjà les 10 points qu'ils ont appelé les étapes de la transition.
qu'on essaie dans un cadre approprié, discuter de ces étapes-là. S'il y a des concessions à faire, qu'on arrive à ce niveau-là, mais si on ne peut pas, qu'on explique. Et qu'au final, mais est-ce que c'est le Premier ministre qui a décidé de se retrouver dans ce bourbier quand il dit nous allons mettre en place maintenant un véritable cadre de dialogue, alors que ce premier cadre de concertation a été créé par un décret du président de la transition. Les 10 étapes, comme vous le dites, ont été énumérées et tout cela, 39 mois ont été proposés, 36 mois validés par une résolution du CNT. Est-ce que tout cela, le Premier ministre ne s'est pas créé son propre problème? C'est vrai que ça va retomber sur sa tête, ça c'est une évidence. Si toutefois il n'a pas le soutien du président et ils n'essayeront pas de faire les choses de façon normale, c'est demain, en tout cas, on dira, de ce qu'on voit, il y a plutôt des soutiens à son ministre, parce que des ministres ont exprimé leur solidarité à celui de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et le président également, mais bien sûr. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise... Est-ce qu'on peut dire qu'il est isolé, je pense lui seul, Mohamed Beavogui? Oui, mais si c'est le cas, il devrait se mettre aux côtés de l'histoire. Il devrait se mettre du côté... les conséquences. Voilà, de tirer les conséquences. Soit ça marche et que demain on dise... Il a fait ce qu'il pouvait, mais il n'a pas pu. Que de dire qu'il a été là simplement pour la forme et pour exécuter un pour programme, les privilèges. Un plan, et voilà, pour les privilèges. L'histoire, ça va toujours rattraper. Cette situation, et encore une fois, on est en train d'évoluer avec cette transition qui bug. Et pour mettre les choses sur les rails, on connaît ce qu'il faut faire. On refuse simplement de le faire parce qu'on veut rouler les gens dans la farine. Et quand c'est comme ça, ma foi, j'ai peur pour cette transition. Guy, on se rend compte qu'aucune coalition quasiment n'a envie de déposer un quelconque mémo. Je faisais partie de ceux qui étaient favorables à ce que la classe politique puisse répondre cette fois-ci, parce qu'on avait déjà vu la menace de l'UFDG, la NAT disons, mais aussi de l'UFR qui ne voulait pas participer, prendre part. C'est comme le cas aussi de RPG qui maintient toujours sa position. Avec un préalable de 4 points. Bien sûr, la fois dernière, donc, je le disais dans cette même émission pour dire, mais écoutez, et à partir du moment où le Premier ministre, cette fois, lui, parle d'un véritable dialogue sincère, eh bien, la main tendue, il faudrait aussi que les partis politiques acceptent d'y aller. Et donc, si d'une part, on a fait des concessions pour faciliter la bonne marche de la transition, aux politiques aussi d'accepter cette fois-ci, ne serait-ce que pour aller écouter et entendre le Premier ministre, chef du gouvernement. Mais à cette allure, avec ce qu'on a vu, et je me dis que c'est toujours la routine, c'est la même chose. C'est un éternel recommencement. Alors, avec ce moquer de la classe politique? Oui, vous assumez, vous pensez, vous croyez? Bien sûr. D'accord. Je ne sais pas, souvent on parle de sabotage. Je me dis que si ce sabotage même ne vient pas d'eux-mêmes d'abord, je veux parler du gouvernement, des membres du CNRD, parce que vous ne pouvez pas chaque fois inviter les gens et dire à peu près la même chose. On a commencé leur demander la même chose. Oui, mais bien sûr, on a commencé par depuis le 5 septembre. Et moi, j'ai peur qu'on nous tourne. C'est un cercle. On a commencé par le président de la transition. Celui qui a été le premier à appeler les différentes entités, y compris les partis politiques. On a vu les concertations. Il les a écoutés. Après ça, c'est Mori Kondé. Mori Kondé, aujourd'hui, c'est le Premier ministre. Finalement, si le Premier ministre échoue cette fois-ci, on sera obligé, quel va être le dernier recours? Ça sera naturellement le président de la transition. Alors, on tourne dans sa cour. Oui, mais on tourne peut-être dans sa cour. Non, je ne pense pas. Et à ce sujet même, je vais revenir tout à l'heure par rapport à une précision en ce qui concerne même la hiérarchisation de nos pouvoirs. La fois dernière, hier, je pense, on a parlé dans... Dit. Il est la deuxième personnalité. Deuxième personnalité. Mais j'ai pris langue avec quelqu'un. Ce que j'ai nuancé. J'ai pris langue avec quelqu'un qui se connaît très bien. Dans ça, le CNT n'est ni la première institution, ni la deuxième institution, ni la troisième institution. Elle vient au quatrième. Le CNT vient au 4e rang. La première institution, c'est le CNRD, qui est l'organe central de gestion de la transition. Et d'orientation. Ensuite vient la présidence. Le président de la transition. Ensuite vient le Premier ministre. Ou le gouvernement. Oui, le Premier ministre, disons. Le gouvernement. Le gouvernement, disons. Le Premier ministre. Le président vient, le président du CNT, dans ça donc, qui est la première institution. Et même, je me posais la question par rapport à cette histoire de protocole. La fois dernière, quand j'ai vu dans ça, derrière le Premier ministre, je me suis dit, moi-même, à sa place, je n'accepterais pas. Peut-être que ce n'était pas bien connaître les choses. C'est après, j'ai été édifié. En tout cas, quelqu'un qui s'y connaît très bien, qui m'a dit donc, le CNT vient en 4e position en tant qu'institution. Maintenant, revenons à notre débat. Je me dis que par rapport aux politiques, ils ont leur raison de ne pas y aller cette fois-ci. Et comme vous l'avez intitulé, on va
tout droit vers un autre échec. Il ne faut pas qu'on se il faut qu'on se dise la vérité. Ah là, mais c'est grave. Et ça aussi, mais oui, bien sûr, c'est parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, Doumbouya et le CNRD feront de ce que la transition, la seule transition sera ce qu'ils voudront qu'elle soit. Alors, tout cela, ça a été orchestré pour qu'on reste encore toujours dans ce bourbier. Moi, je ne sais pas quel est l'agenda qui est caché. Ça, c'est en deuxièmement, peut-être qu'on a voulu cette fois-ci dire au Premier ministre, il faut y aller parce qu'on le sait, la date butoir, cette fois-ci, si ce n'est pas encore rejeté par rapport à la CEDEAO. Ah, donc vous pensez que tout ce qui est en train d'être fait, c'est fait. C'est pour éviter le 3 juillet. Oui, le 3 juillet, il y a ça aussi. Mais cette fois-ci, je crains beaucoup, on ne pourra pas échapper aux sanctions de la CEDEAO. Oui, Boubacar Sansoumbari, comment vous trouvez cette démarche de la classe politique? Est-ce qu'elle a raison d'avoir une telle attitude ou bien si ça n'avait pas marché lors des consultations, ça n'a pas marché au MATD, est-ce que ça ne pouvait pas marcher aussi à la primature? Alors, je ne sais pas s'ils ont raison, mais c'est compréhensible. Leur démarche. L'argument qu'ils développent, c'est compréhensible. Mais moi, je vous dis, personnellement, je pense qu'on est en train de jouer parce que le CNRD veut qu'on joue. Pour moi, c'est une pièce de théâtre que déroule le CNRD. Parce que, demandons-nous, pourquoi ce n'est qu'en ce mois de juin que le Premier ministre s'est saisi de la question du dialogue. Jusqu'ici, tout ce qui touchait au dialogue, à la gestion, à la question politique de la transition, c'était le CNRD. Ils l'ont dit, la première personne à en avoir parlé, c'est le président de la transition lui-même, à l'occasion des concertations nationales. Après, c'est lui-même qui a créé un cadre de concertation qu'il a mis sous la coupole du ministère de l'administration du territoire. Et de la décentralisation. Et rappelez-vous, la dernière fois, l'autre fois, quand les politiques ont été reçus au camp Alpha Yaya Diallo, au camp Samori Touré, là aussi, pourquoi ce n'est pas le Premier ministre qui a été envoyé? Donc, cette fois-ci, on décide. Pour moi, je pense que on fait jouer un rôle au Premier ministre. C'est pas nécessairement, c'est-à-dire, il fut un temps, on n'en avait pas besoin. Aujourd'hui, on en a besoin. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que le fait d'avoir confié cette fois-ci la dynamique du dialogue est sincère de la part du CNRD? Je pose la question parce que il y a aujourd'hui, en réalité, on n'a pas réussi encore à surmonter la question concertation-dialogue. Parce que à l'intérieur, si du point de vue sémantique, on semble avoir surmonté le débat, mais dans les faits, on ne l'a pas réussi. Parce que la question est de savoir, l'autre disait tout à l'heure, il faudrait qu'on fasse la synthèse de toutes les propositions. Ça a été déjà fait. Le président de la transition, à l'occasion de son discours à Bofa, avait dit que les 39 mois faisaient la synthèse. Et même, je me rappelle, le jour où Mori Kondé a décliné les 10 étapes. Si la question est de savoir aujourd'hui, imaginons qu'on fasse la synthèse de nouvelles propositions qui auraient pu arriver. Est-ce que c'est une synthèse qui permettrait de remettre en question le schéma qui avait déjà été avalisé et par le président de la transition, et par le ministre de l'administration du territoire, et par le CNT. Donc ça ne peut se faire que si le Premier ministre a le soutien entier du président de la transition. Si ce n'est qu'un soutien de façade, ça ne servira à rien. Mais je suis d'accord avec les autres. C'est au Premier ministre de savoir tirer les responsabilités de tout ça. C'est lui qui sait s'il peut accepter de jouer un rôle qu'on lui fait jouer ou si il va assumer sa pleine responsabilité en gérant le dialogue tel qu'il le conçoit. Sinon, encore une fois, à ce rythme-là, on est en train de le pousser à bout et il y a de fortes chances que tout cela finisse par son limogeage. Après l'ex-premier ministre Dr Kassory Fofana, auditionné mercredi 29 juin 2022 à la CRIEF, cours de la répression des infractions économiques et financières, c'est le tour de Dr Mohamed Diané d'être entendu ce jeudi 30 juin 2022. L'ancien ministre de la Défense sous le régime d'Alpha Condé est arrivé devant les juges de la chambre de l'instruction de cette juridiction spéciale mise en place par la junte pour lutter contre les crimes économiques. En provenance de la maison centrale, où il est incarcéré depuis le 6 avril dernier, Dr Diané est arrivé peu avant 13 h à la CRIEF à bord d'un pick-up de couleur blanche, vitres fumées. Poursuivi pour des faits de présumé de détournement de deniers publics, corruption, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux
cet ancien haut dignitaire du régime d'Alpha Condé déchu le 5 septembre 2021, sera entendu. Dans le fond, les juges devraient lui notifier les charges qui pèsent contre lui et surtout dans quel dossier. Initialement prévu à midi, l'audition de l'ancien ministre de la Défense a accusé de retard. Tout comme Kassori Fofana, Diané est en détention à la maison centrale de Conakry depuis le 6 avril 2022, nous apprend africaguinée.com à travers une dépêche d'un de ses reporters.